les pires gestes qui peuvent accélérer les chutes de cheveux, c'est tout ce qui est cosmétologie du cheveu et coiffage. C'est bullshit, ça ne marche pas du tout, c'est interdit en France depuis 2016, mais ça permet de gagner des sous. Alors donc il y a des endroits où ils le proposent encore. Le port d'une casquette, le port d'un casque, etc. Ça favorise l'hyperséborrhée. Tous les cheveux qu'on déplacera sur de la greffe, ils vont repousser, et une fois qu'ils ont repoussé, ils ne retomberont plus jamais. Il y a beaucoup d'endroits, ils veulent chercher à faire de l'argent, tout est possible, il suffit juste de sortir les dollars. C'est la greffe Ultimate que je pratique, où on déplace 20 000 cheveux en une seule fois. Chaque clinique qui fait que de la FUE veut créer la mode en disant j'ai inventé telle technique incroyable. Après, il y a plusieurs types de greffes. Il y a deux façons de prélever les cheveux derrière la tête. Bonjour à tous, je me présente, je suis le docteur Paul Bennett, spécialisé en les microgreffes capillaires à Paris. Nous sommes ici pour parler de la microgreffe et des risques des microgreffes quand elles ne sont pas menées de la belle façon. Est-ce que nous sommes tous égaux devant la calvitie? Effectivement, non. La nature est parfois injuste. Donc il y a des familles de chauves, souvent. Il y a des gens qui ont tendance à perdre plus leurs cheveux. Parfois, c'est des familles entières, le père, le grand-père, le fils, le petit-fils, tout le monde est chauve. Il y a plusieurs raisons pour expliquer ça. C'est pas vraiment de la génétique à 100%, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire vous avez le chromosome de votre grand-père, donc c'est sûr qu'à 30 ans vous serez chauve. Mais en revanche, c'est des tendances surtout liées au taux d'hormones. Et souvent, les familles de chauves, c'est soit des gens qui ont un taux de testostérone assez élevé, donc globalement, tous les garçons de la famille ont de la testostérone élevée. La testostérone, il faut savoir qu'elle se transforme en 5-alpha d'hydrotestostérone. Cette hormone-là, elle fait pousser les poils et tomber les cheveux. Donc en fait, quand on a un taux de testostérone élevé, on a tendance à avoir trop de 5-alpha. Quand on a trop de 5-alpha, on a des poils, on perd ses cheveux. C'est l'image typique du gros barbu poilu sur la plage qui n'a pas un seul cheveu. Ça, c'est souvent le taux de testostérone élevé. Donc c'est souvent dans ces cas-là des gens qui perdent leurs cheveux précocement. C'est-à-dire que quand on doit être un grand chauve, on l'est avant l'âge de 30 ans. Et donc dans ces cas-là, on perd ses cheveux jeunes et ça commence vers l'âge de 20-25 ans. Et puis on va voir son spécialiste capillaire. On met en place un traitement pour éviter ça et qui marche très bien, qui baisse le taux de 5-alpha d'hydrotestostérone. Ça s'appelle le Propecia, c'est le finastéride. C'est une molécule qui va permettre d'empêcher que la testostérone se transforme en 5-alpha. Donc ça baisse le taux de 5-alpha. La 5-alpha, c'est l'hormone qui est responsable de la chute des cheveux. Elle vient se fixer sur les follicules pileux. Et cette hormone-là, elle raccourcit la durée du cycle pilaire. Donc en fait, le cheveu, au lieu de vivre 3 à 5 ans sur votre tête, il peut vivre, en exagérant, 3 à 5 mois. Il se renouvelle trop vite. Et au fur et à mesure, il consomme ses cycles. Le bulbe, il est fabriqué quand on naît pour fabriquer 20 à 30 cheveux dans la vie d'un patient qui sont censés vivre 3 à 5 ans chacun. Voilà. Le problème, c'est que quand on a trop de 5-alpha, au lieu de vivre 3 à 5 ans, il vit, mettons, 3 à 5 mois, ça se renouvelle trop vite, on arrive à 28, 29, 30, il n'y a pas de 31e cheveu. Le cheveu, il s'affine au fur et à mesure, il finit par tomber et il ne repousse jamais. Donc au bout d'un moment, on peut mettre tous les produits qu'on veut sur la tête, malheureusement, ça ne repoussera pas. La seule solution dans ces cas-là, c'est de faire une microgreffe capillaire. Donc ça, il y a cette alopécie-là qui peut être familiale, donc qui est liée à une testostérone qui est élevée. Il y a aussi des facteurs qui sont intrinsèques, parfois familiaux aussi, c'est-à-dire qu'on a un plus grand nombre de récepteurs à la 5-alpha d'hydrotestostérone sur les cheveux. C'est-à-dire qu'en fait, certains patients, ils ont une sensibilité plus importante à la 5-alpha d'hydrotestostérone parce qu'ils ont plus de récepteurs sur les cheveux. Alors, ils ont un taux de testostérone complètement normal, mais ils fabriquent de la 5-alpha. Mais comme ils ont plus de récepteurs, les cheveux ont tendance à tomber plus vite. Donc ces patients-là, ils n'ont pas le phénotype, ils n'ont pas les caractéristiques de l'homme plein de testostérone avec les gros muscles, les poils, etc. Parce que le taux de testostérone est normal. En revanche, ils ont une hypersensibilité à la 5-alpha, et donc du coup, ils perdent leurs cheveux aussi. Donc ça peut être aussi transgénérationnel, entre guillemets. On peut hériter de ce patrimoine-là. Et donc ça, c'est pareil, c'est des patients qui sont à prendre en charge très tôt, dès l'âge de 20 ans, pour mettre en place un traitement s'ils ne veulent pas devenir chauves avant l'âge de 30-35 ans. Alors l'alopécie chez la femme, c'est une alopécie qui est un peu plus complexe que celle de l'homme. L'alopécie chez l'homme, c'est toujours 99% des cas de l'alopécie dite androgénique, donc qui est liée à la testostérone qui se transforme en 5-alpha d'hydrotestostérone. Chez la femme, l'alopécie androgénique existe aussi. Chez certaines femmes qui ont des taux d'androgène un peu trop élevés, c'est le cas souvent dans le cadre de l'endométriose, des ovaires polykystiques, il y a des syndromes d'hyperandrogénie féminin qui sont connus. Pas forcément pathologique, c'est-à-dire que les taux d'hormones testostérone pour la femme, ils peuvent être dans la norme, mais la balance entre les hormones mâles et les hormones femelles, elle peut être en faveur des hormones mâles chez certaines femmes,
même si les taux restent dans les normes. Malheureusement, quand elles sont en faveur des hormones mâles, les femmes ont un problème d'alopécie dite androgénique, et ça, c'est un problème à soigner, parce qu'en fait, toute leur vie, elles vont perdre trop de cheveux, et que tous les cheveux qu'elles perdront, ils ne seront jamais récupérés. Donc en fait, il faut vraiment arrêter cette chute-là. Le number one des traitements, c'est le minoxidil, qui permet de stabiliser la chute des cheveux et de redonner des cycles normaux. Mais le problème, c'est qu'il va falloir le prendre toute notre vie, quand on est une femme, et que c'est un peu contraignant, mais on n'a pas le choix, parce que le jour où on arrête, tous les cheveux qu'on a gagnés, ils retombent. Donc ça, c'est l'alopécie la plus casse-pied, entre guillemets, parce que c'est une alopécie hormonale chez les femmes. Et quand il n'y a pas de pathologie hormonale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surproduction d'hormones mâles chez la femme, eh bien, on n'a pas d'autre solution thérapeutique que de traiter par du minoxidil pour obliger les cheveux à rester sur la tête, parce qu'on ne va pas donner des traitements hormonaux pour complètement changer l'hormonologie de la femme, parce que c'est compliqué, et puis sur le plan de la santé, c'est quand même pas évident. D'autre côté, les femmes, elles peuvent aussi avoir d'autres types d'alopécie, notamment ce qu'on appelle l'effluvium télogène. C'est une alopécie qui est liée au stress ou à des carences. Donc en fait, la chute de cheveux chez la femme, elle peut être conditionnée par le stress. Ça, c'est une évidence, ce qui arrive beaucoup moins fréquemment chez l'homme. Et à des carences, par exemple les carences en fer, à cause des règles abondantes, le taux de fer il descend, on a tendance à perdre ses cheveux, ils deviennent cassants, ils poussent moins bien, moins vite, et donc du coup, ben, il faut prendre ça en charge, parce que malheureusement, au bout d'un moment, les cheveux, ils ne se renouvellent plus, et donc on va retrouver une dédensification, qui peut être réversible dans le cas où on arrive à refaire remonter le taux de fer, les cheveux repoussent, ils retrouvent du diamètre, mais c'est pareil, c'est une prise en charge avec un médecin spécialisé dans l'alopécie et qui est importante, et surtout, c'est pas une prise en charge, c'est pas on prend des pilules pendant une semaine et tout est fini, on n'en parle plus jamais, c'est sur du long cours, parce que les phénomènes biologiques, ils mettent du temps à se mettre en place, c'est-à-dire que pour remonter le taux de fer, ça va prendre des mois, et une fois que le taux de fer va être haut, ça va prendre encore des mois pour retrouver les cheveux qu'on avait avant. Donc c'est pas en 6 mois qu'on règle le problème, parfois c'est en 1 an, en 2 ans. L'intérêt de l'effluvium télogène, c'est que c'est toujours réversible. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a réglé le problème, on peut arrêter les traitements, on est tranquille. Contrairement à l'alopécie androgénique chez les femmes, malheureusement, c'est des traitements à vie. Tant qu'elles ont une hormonologie, tant qu'elles ont leurs règles, des hormones sexuelles qui fonctionnent, eh bien, malheureusement, elles perdront leurs cheveux. Donc ça, c'est à prendre en charge à vie, et il fait bien important pour le praticien d'expliquer ça à sa patiente dès le premier entretien en disant « Attention madame, vous avez une alopécie androgénique, ça va être des années et des années et des années de suivi, sinon on n'arrivera pas à garder nos cheveux sur la tête et vous allez être malheureuse. » Après, ça c'est la prise en charge de la chute, donc là c'est intéressant parce que notamment chez les femmes, c'est plus important que chez les hommes, mais chez les femmes, il faut vraiment garder le capital cheveux qu'on a sur la tête. Après, la solution éventuelle, c'est de faire une greffe de cheveux à partir du moment où l'alopécie elle est jugulée avec un traitement. On peut faire une greffe de cheveux pour ajouter de la densité. Donc une femme qui a perdu de la densité, on rajoute de la densité en faisant une greffe de cheveux. Ça permet de retrouver les cheveux qu'on avait avant et puis et d'être contente sur le plan esthétique. Voilà. Chez les hommes, la prise en charge et la prévention de la chute, elle est moins importante parce que les hommes, ils sont moins studieux et moins sérieux avec les prises en charge des traitements, mais il y a quand même beaucoup d'hommes qui s'y intéressent. Donc la stratégie, c'est toujours de donner un traitement pour arrêter la chute des cheveux. Et éventuellement, si on veut améliorer l'esthétique, on pourra faire une greffe de cheveux pour ajouter des cheveux sur le dessus de la tête, et ça rajeunit le patient, il est content, ça redonne confiance en lui. Voilà. Alors, les pires gestes qui peuvent accélérer les chutes de cheveux, c'est fréquent, hein, c'est tout ce qui est cosmétologie du cheveu et coiffage. C'est très répandu chez les femmes africaines, donc c'est vraiment la cause number one de chute de cheveux chez les femmes africaines, c'est les tresses. Hein, c'est ce qu'on appelle l'alopécie de traction. À force de faire des tresses, on tire sur les cheveux, ça raccourcit leur durée de vie, et on crée une alopécie artificielle puisqu'elle est liée au coiffage. Et donc ces cheveux-là, ils poussent, ils tombent, ils poussent, ils tombent, plus souvent que prévu. Et donc on arrive au même problème que tout à l'heure. Le bulbe, à un moment, il n'a plus de cheveux à fabriquer en stock. Et donc le dernier cheveu tombe. Et après, les patientes, elles ont les cheveux qui reculent. Donc souvent, ça atteint la ligne frontale et l'arrière au niveau de la nuque et derrière l'oreille. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent les petites filles africaines, entre 5 ans et 15 ans, on leur fait des tresses parce que c'est mignon, c'est plus facile à coiffer pour aller à l'école et tout ça. Donc pendant 10 ans de leur vie, elles ont des tresses tous les jours, tous les mois, tout le temps. Donc ça altère leur capacité, leur stock de cheveux. Hein. Et puis par exemple, à 15 ans, elles arrêtent les tresses. Il leur reste peut-être 2 cycles par bulbe sur la ligne frontale, donc il reste 2 fois 5 ans, donc 10 ans plus tard, à 25 ans, elles perdent leurs cheveux, elles viennent me voir, elles me disent « mais je vais perdu toute la ligne frontale, je comprends pas ce qui se passe, je suis stressé, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, je leur explique, en imageant les choses, je leur dis « voilà, c'est comme si vous étiez sur l'autoroute avec votre voiture, vous avez roulé à 180, vous voyez que vous avez presque plus d'essence,
Alors vous roulez tout doucement sur l'autoroute à 50 km/h et vous tombez en panne d'essence et vous me dites: «Beh, je comprends pas, ça fait 1 heure que je roule à 50 km/h et je tombe en panne». Bah ouais, sauf qu'avant vous avez consommé toute l'essence que vous aviez dans le réservoir. Là, en faisant des tresses depuis la jeunesse, on consomme son capital, cheveux et un jour, on le paye parce que le dernier cheveu, il pousse et il tombe et il repoussera jamais. Donc l'alopécie, elle avance, la ligne frontale, elle recule et on perd ses cheveux comme ça. Après, le deuxième type d'alopécie chez les femmes africaines et chez les femmes caucasiennes aussi, mais beaucoup plus chez les femmes africaines, c'est l'alopécie de défrisage. Donc pour la cosméto du cheveu, on va faire des défrisages pour lisser le cheveu. Donc c'est des défrisages chimiques. Souvent, c'est posé un peu trop longtemps. Il y a une brûlure au niveau du cuir chevelu et des bulbes qui altèrent les bulbes. Du coup, les bulbes, ils fabriquent des cheveux qui sont un peu chancelants, pas solides, et donc des cheveux qui poussent et qui ont un cycle qui est raccourci du fait qu'ils sont mal construits. Et donc ça permet aussi malheureusement, on en vient à consommer le capital cheveux. Donc les cheveux, ils poussent, ils cassent, ils poussent, ils cassent, ils repoussent très bien, puis ils disparaissent, puis un jour, il n'y a plus de cheveux du tout, parce qu'en fait, cette zone, elle a été brûlée. Donc ça, c'est la petite défrisage. Donc ça, c'est pareil, c'est la cosméto du cheveu qui fait ça. Après, tout ce qui est lissage, traction, forcément, ça abîme les cheveux. Voilà, donc ça touche surtout la population africaine, moins la population caucasienne, parce que c'est lié à la nature du cheveu qui est frisé, et on veut avoir les cheveux raides quand on a les cheveux frisés. Quand on a les cheveux raides, on veut avoir les cheveux frisés. Donc c'est un peu tout le problème de l'esthétique et de la beauté. Alors, est-ce qu'il y a des gestes qui favorisent la chute de cheveux chez les hommes? Non, pas vraiment, parce que la chute de cheveux chez les hommes, elle est liée vraiment à 99,9% à ce qu'on appelle l'alopécie androgénique, donc c'est hormonal. Le port d'une casquette, le port d'un casque, etc., ça favorise l'hyperséborrhée, donc le fait que le cuir chevelu est chaud, on fabrique du sébum, on a les cheveux sales, mais si on se lave les cheveux tous les jours, ça pose aucun problème. Non, ça pose pas de problème aussi de se laver les cheveux tous les jours, parce qu'il y a pas de patients qui croient que s'ils se lavent les cheveux souvent, ils abîment leurs cheveux. Non, en revanche, la chose qui est importante, c'est d'avoir un shampoing adapté. Donc il faut acheter un shampoing en pharmacie avec les conseillers de son médecin ou de son pharmacien pour avoir le shampoing adapté pour son cuir chevelu, et après on peut se laver les cheveux tous les jours. Moi je dis toujours à mes patients, c'est mieux d'avoir les cheveux trop propres que trop sales. Voilà. Et après, là, parce que l'hyperséborrhée, après, elle va créer des infections microbiennes localisées, des levures, etc. Notamment, par exemple, la dermatite séborique, qui est une inflammation du cuir chevelu qui est liée à une petite levure. Et ça, c'est lié souvent à l'hyperséborrhée ou à des shampoings trop dégraissants. Donc il faut laisser fonctionner le cuir chevelu comme il doit fonctionner naturellement. Le seul contrat, la seule chose à lui apporter, c'est juste un nettoyage régulier. Et il ne faut pas hésiter à se laver les cheveux tous les jours si on en a besoin. Si on a l'impression que malgré le fait de se laver les cheveux tous les jours, il reste gras, c'est parce qu'on a une hyperséborrhée. Il faut utiliser un shampoing spécifique et voir son praticien, son médecin, pour pouvoir mettre en place un traitement pour baisser la fabrication de sébum. Après, il y a toutes les pathologies cutanées donc qui touchent le cuir chevelu donc qui peuvent créer des alopécies, le psoriasis, l'eczéma, certaines alopécies cicatricielles, les alopécies auto-immunes. Et ça, c'est du ressort de votre dermatologue ou de votre médecin spécialisé pour vos cheveux. Et c'est des traitements médicaux. Voilà, nous parlions surtout des alopécies classiques qu'on rencontre chez, entre guillemets, le commun des mortels, qui autres que les pathologies cutanées. Voilà, donc ça, il faut avoir un suivi médical. Donc on a parlé d'alopécie androgénique et fluvium télogène chez les femmes. Chez les hommes, c'est quasiment que l'alopécie androgénique. C'est dans les cas les plus communs. Après, bien sûr, il y a des pathologies plus graves qui font qu'on peut perdre nos cheveux, et c'est du ressort du spécialiste ou de la dermato, et de voir un peu, de faire une analyse du cuir chevelu pour poser un diagnostic, et c'est des traitements qui sont plus lourds et malheureusement qui peuvent créer des alopécies, mais ce n'est pas les plus fréquents. Il y a la cosméto du cheveu, des shampoings qui peuvent aider un petit peu sur le papier à maintenir la qualité des cheveux, mais ce n'est pas le gros du traitement, hein. Les seuls traitements qui marchent pour la chute de cheveux, il y a 2 traitements. Le minoxidil pour les hommes ou pour les femmes. Il y a un minoxidil pour les hommes, il y a un minoxidil pour les femmes. Le finastéride. Le finastéride, c'est un inhibiteur de la 5-alpha réductase qui empêche la testostérone de se transformer en 5-alpha d'hydrotestostérone et qui baisse le taux de 5-alpha et qui est plus préconisé pour les hommes que pour les femmes. Et après, il y a des traitements hormonaux éventuellement s'il y a une pathologie hormonale, notamment chez les femmes. Par exemple, la thyroïde, si on a une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie, on a tendance à perdre ses cheveux, etc. Donc ça fait partie du bilan initial de la prise en charge de l'alopécie. Mais 9 fois sur 10, il n'y a pas de pathologie grave, malheureusement. Et donc, c'est sûr que quand on trouve une hypothyroïdie, c'est pas dur de la contrecarrer, de la soigner.
et les cheveux, ils arrêtent de tomber. Donc ça, c'est un peu miraculeux, c'est chouette, mais malheureusement, c'est pas le commun des mortels. Alors les compléments alimentaires, pareil, il y a plein de compléments alimentaires qui existent. Il faut juste donner les bons compléments à la bonne personne au bon dosage. Donc c'est pour ça qu'en tant que praticien, moi je fais un grand bilan sanguin, je regarde toutes les hormones, la thyroïde, le fer, tous les vitamines qui peuvent faire tomber les cheveux. On scanne tout ça dans cette prise de sang-là. Ça permet de voir un peu s'il y a des carences ou pas et de les contrecarrer en donnant un traitement ciblé et précis en fonction de chaque carence et de chaque patient. Mais le fait de prendre des compléments alimentaires polyvitaminés, ça ne sert à rien si on n'a pas de carence. En biotine, ça ne sert à rien de prendre de la biotine. La cystine B6, ça ne sert à rien d'en prendre si on n'a pas de carence. Voilà, on croit que on se fait du bien, mais ça ne sert à rien. En fait, c'est éliminé dans les urines. Si le taux est bon, on n'a pas besoin d'en prendre. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire un bilan ciblé. Donc moi, en tant que praticien, je fais un grand bilan sanguin et hormonal. Et je fais une trichoscopie, je fais des analyses du cuir chevelu avec un microscope qu'on envoie dans un laboratoire. Ça permet de faire un diagnostic très précis sur le type de pathologie. Donc ça permet de poser un diagnostic en disant, voilà, vous avez une alopécie androgénique, vous avez un effluvium télégène, vous avez tel problème, tel problème. Donc ça permet de poser un diagnostic très précis. Et en même temps, ça permet de faire une cartographie du cuir chevelu pour savoir combien on a de cheveux en centimètres carrés en fonction des zones du crâne. Ça permettra dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans de refaire une trichoscopie pour avoir une comparaison et voir combien le traitement a été efficace, et ça permettra d'objectiver les résultats du traitement. Parce que de temps en temps, les patientes, elles me disent ah, docteur, je suis contente, j'ai l'impression que c'est mieux, mais on ne sait pas combien c'est mieux. Quand on a fait la trichoscopie, on sait vraiment combien c'est mieux, donc c'est vraiment très rationnel et c'est chouette. Et dans le cas inverse, parfois les patientes elles disent ben, je ne trouve pas que c'est tellement mieux, on fait une trichoscopie. Et ça permet de l'objectiver, ça. Donc ça, c'est bien parce que ça rationalise la prise en charge et on sait qu'on est efficace et ça permet de contrôler tous les paramètres. Donc moi, mes patientes, j'aime bien les revoir tous les 6 mois pour faire des petits réglages de vitamines, d'hormones, etc. Ça permet de garder ses cheveux longtemps et de ne plus avoir ce problème d'alopécie. Ouais, donc dans le bilan sanguin que je préconise, je cherche toutes les carences hormonales, la carence en fer, je cherche les carences en vitamine B12, en vitamine B8, en vitamine B9, toutes ces vitamines, la biotine, on l'a dit, toutes ces vitamines qui peuvent faire que les cheveux tombent. Donc ça, c'est les carences qui sont fréquentes. La vitamine D aussi, la carence en vitamine D, ça peut faire tomber les cheveux, donc on la teste. Et puis après, on teste aussi la thyroïde, hein, la TSH, la T3, la T4, parce que ça peut être un grand facteur de chute de cheveux. Et après, toutes les hormones sexuelles, donc tout le bilan hormonal avec la testostérone, la 5-alpha, etc., ça permet de voir si tout est OK ou s'il y a quelque chose qui peut poser problème. Ça permet de compenser et de traiter de façon la plus chirurgicale possible, entre guillemets. C'est-à-dire on va réparer juste la petite vitamine qui pose problème et souvent on a de nettes améliorations au niveau de l'alopécie. L'alopécie ou la calvitie, donc la chute de cheveux d'une manière générale, est un problème qu'il faut prendre en charge et il y a vraiment des solutions efficaces qui marchent. Mais ce qui est important, c'est justement la bonne compréhension des phénomènes pour les patientes. C'est-à-dire que moi, je passe beaucoup de temps à expliquer à mes patientes pourquoi elles perdent leurs cheveux, comment elles perdent leurs cheveux, pourquoi on met tel traitement, pourquoi on met tel autre, comment il fonctionne, pour qu'elles comprennent bien les mécanismes. Parce qu'en fait, si on vous balance une ordonnance en disant, voilà, mettez du minoxidil, revenez me voir dans 1 an, les patientes, elles vont le faire quelques mois, elles vont arrêter le minoxidil, elles vont dire, j'ai tout perdu, et je ne suis pas contente, et mes cheveux continuent à tomber, et ça ne marche pas. Si on explique bien que la prise en charge, elle va être longue, parfois à vie, et que la patiente, elle l'ait bien compris. La phase compliquée, c'est la phase de l'acceptation. C'est-à-dire qu'en fait, quand on perd ses cheveux, qu'on est une femme, par exemple, c'est pas normal, c'est pas sympa, c'est pas juste. Ma sœur, elle a plein de cheveux, ma mère, elle a plein de cheveux, moi, je perds mes cheveux, c'est pas cool. Ouais, c'est pas cool, mais en revanche, il faut s'en occuper parce que si on fait comme si de rien n'était, à un moment, on se retrouve, on n'a plus un cheveu sur la tête. Et si on s'en occupe, les cheveux, ils vont plus tomber, vous allez retrouver de la masse, vous allez être contente et esthétiquement, ça sera super bien. Mais il faut l'adhésion de la patiente, c'est important. Il faut que la patiente, elle joue le jeu et qu'elle accepte que malheureusement, elle a un problème de cheveux. Et si on l'accepte et qu'on joue bien le jeu, on a des super résultats, les gens sont super contents. Alors, la prise en charge de l'alopécie chez l'homme, elle est aussi, pour certains patients, importante. Il y a des patients qui sont plus ou moins sensibles. Il y a certains patients, ils n'ont pas envie de s'embêter avec des traitements. Moi, avec mon expérience, je m'aperçois par exemple que la mise de minoxidil au quotidien pour l'homme, c'est un peu compliqué souvent.
Donc les patients, ils le font 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans et au bout d'un moment, ils arrêtent en général. Quand ils arrêtent, ils perdent tous les bénéfices du minoxidil. Donc j'en prescris très peu chez l'homme, sauf si le patient me dit: «Voilà, je suis sûr que je vais le faire pendant des années et des années». Si c'est le cas, c'est un intérêt. En revanche, je prescris beaucoup chez l'homme, du finastéride, du Propecia, qui permet, juste en avalant une pilule tous les jours, de ralentir fortement, voire d'arrêter complètement la chute de cheveux. Et ça, c'est une prise en charge qui est intéressante. Moi, je dis toujours à mes patients qui viennent faire des greffes de cheveux, je leur dis: «Attendez, on peut faire une greffe, il y a aucun problème, vous allez retrouver plein de cheveux, vous allez être contents. L'idéal, c'est si on peut en même temps prendre un traitement pour garder les cheveux qui nous restent sur le dessus de la tête». Ça optimise un peu les résultats et ça permet d'être pas obligé de revenir, très rapidement, peut-être parfois jamais de revenir faire une greffe. Parce qu'en fait, l'association de la microgreffe et de la prise en charge de l'alopécie permettent d'avoir un résultat esthétique impeccable, pour des années. Non, l'intérêt de la greffe de cheveux, c'est que c'est une technique qui est, entre guillemets, qui a un côté, magique. C'est-à-dire que tous les cheveux qu'on va déplacer le jour de la greffe, ils vont repousser et comme on vient les chercher au niveau de la couronne hippocratique, dans les cheveux qui sont non hormonodépendants, donc tout l'arrière de la nuque et sur les côtés, c'est des cheveux qui sont non hormonodépendants, c'est des cheveux qui ne tomberont jamais. Donc en fait, tous les cheveux qu'on déplacera le jour de la greffe, ils vont repousser et une fois qu'ils ont repoussé, ils ne retomberont plus jamais. Donc ça, c'est super. Donc ça, c'est intéressant. On peut garantir à nos patients que tout ce qui a été déplacé le jour d'une greffe, ils ne seront plus jamais à déplacer de votre vie et ils vont rester toute la vie. En revanche, il faut bien expliquer aux patients que les cheveux qu'ils avaient avant la greffe, sur le dessus de la tête, eux, ils sont susceptibles d'éventuellement tomber. Donc c'est peut-être un jour, on sera obligé de faire une deuxième séance de greffe si on ne prend pas un traitement pour ralentir la chute. Après, même si on prend un traitement pour ralentir la chute, de temps en temps, il y a une dédensification qui oblige à revenir pour faire une greffe. Il n'y a pas de calendrier imposé pour les greffes et il faut juste que ce soit au niveau du ressenti du patient. Le patient qui dit: «Voilà, j'étais super content pendant 5 ans de ma greffe, j'ai une super densité, puis là depuis, quelque temps, j'ai l'impression que ça se dédensifie un peu parce que, les cheveux qu'on avait avant, ils commencent à tomber» et hop, on peut refaire une deuxième séance pour retrouver la densité d'avant. En général, quand on a fait 2 grandes séances de greffe, on a une densité suffisante pour, plus souffrir de l'alopécie et cela pour toute la vie. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en 2 grandes séances, allez, parfois une troisième d'appoint, on a un résultat qui est magnifique, ça va rester toute la vie et les cheveux ne retomberont plus jamais, donc c'est quand même cool. C'est une vraie solution au problème. Après, il y a plusieurs types de greffes. Il y a 2 façons de prélever les cheveux derrière la tête. Les types de greffes, ils sont liés à la façon dont on va prélever les cheveux derrière la tête. C'est-à-dire que la première partie de l'intervention, c'est là où ça va différer. Soit on prend une bande de cheveux dans les cheveux, ça s'appelle la greffe FUT. Donc là, c'est une technique où on rase pas la tête, hein, on laisse les cheveux longs, on prélève une bande de cuir chevelu qu'on referme après avec des petits fils. Une fois qu'on a la bande de cuir chevelu, on la découpe au microscope cheveu par cheveu, on sépare les cheveux les uns des autres et on va venir ensuite les réimplanter. L'autre technique de prélèvement, c'est une technique où on va prélever les cheveux un par un au niveau de la nuque directement. Donc il va falloir se raser la tête. On utilise un petit emporte-pièce, un petit tube qui fait en général 1 mm, 1 mm 2 de diamètre. Ça permet de prélever des greffons de 1, de 2 cheveux, parfois 3 cheveux. Et ça permet donc de prélever les cheveux in situ, hein. À chaque fois qu'on prélève un petit greffon, on fait un petit trou d'1 mm de diamètre, ça fait une petite cicatrice blanche d'1 mm de diamètre. Et surtout, on dédensifie la nuque à peu près de 30% en une séance. On va retirer, comme si on regardait la forêt du dessus, on va retirer un arbre sur 3 et ça va dédensifier la forêt. Donc ça, c'est un petit peu un écueil de cette technique-là. La technique FUE, c'était qu'on va dédensifier la nuque au fur et à mesure des séances. Donc en général, en 2-3 grandes séances de FUE, on ne peut plus prélever derrière en FUE puisqu'on va nuque est trop dédensifiée. Et donc il faut faire attention, c'est un des problèmes de cette technique-là. La technique de la FUT, les gens mettent en avant le problème de la cicatrice, c'est-à-dire qu'en fait, quand on prélève une bandelette, ça laisse une petite ligne très fine dans les cheveux. Maintenant, avec les nouvelles techniques de suture, on a une technique qui s'appelle la suture trichophytique, qui permet d'enfouir du derme sur la cicatrice, et ça permet aux cheveux de repousser à travers la cicatrice, donc ça fait vraiment des cicatrices invisibles. Environ un patient sur 2, on ne voit même pas la cicatrice. Au cas contraire, si on a une petite ligne qui nous intéresse, qu'on n'aime pas parce qu'on veut avoir les cheveux très courts au niveau de la nuque, à partir du 6e mois, on reprend des cheveux un par un, on les met dans la petite cicatrice qui disparaît complètement. Donc le problème, il est complètement réglé. A contrario, avec la technique FUE, moi, j'ai souvent des patients qui ont déjà fait 2 séances de FUE qui viennent me voir en me disant: «Voilà, je ne peux plus me couper les cheveux courts parce que derrière, j'ai une dédensification importante, j'ai plein de petites cicatrices, comment on peut faire, docteur?» Mais là, le problème, c'est qu'on n'a pas 36 solutions, on n'a pas vraiment de solution. C'est difficile de pouvoir prendre des cheveux à un autre endroit pour remettre dans chaque trou parce qu'on va recréer un creux là.
et il n'y a pas vraiment de solution. Tandis que la cicatrice FUT, bah, il y a une solution, hein. Soit on retire la cicatrice en elle-même et on contrôle la cicatrisation, soit on va venir mettre des petits cheveux un par un dans la cicatrice qui disparaîtra. L'intérêt de la FUT aussi, c'est qu'on ne densifie pas la nuque. Donc en une seule séance, bah, le patient il a toujours la même densité puisqu'on a juste prélevé une ligne de cheveux qu'on a retirée et on a refermé. Donc la densité ne bouge pas. Donc on peut faire en général 2, parfois 3 grandes FUT pour après. Moi, c'est en fonction de la souplesse de la peau, c'est le facteur limitant. C'est-à-dire que quand on a fait 2 grandes FUT, on a prélevé pas mal de peau au niveau du cuir chevelu. Donc du coup, il y a une tension au niveau de la nuque. Si le patient vient pour faire une 3e séance de FUT et que la nuque est un peu trop tendue à mon goût, je préfère pas prendre le risque de faire une FUT parce que là, on risquerait d'avoir une cicatrice qui se voit. Et du coup, on passe à la technique FUE en complément. On va venir raser la tête du coup, prélever les cheveux un par un et venir les réimplanter un par un. Donc ça permet d'optimiser le capital cheveux. Le dernier point important, c'est de s'apercevoir qu'en fait, en FUT, prélèvement d'une bandelette, on a un rendement qui est maximum. On a moins de 2% de perte de cheveux dans le transfert entre l'arrière et le dessus de la tête. En FUE, le fait de prélever avec l'emporte-pièce directement sur le cuir chevelu, parfois on abîme un peu les racines des greffons qu'on prélève et malheureusement ces greffons-là ne pourront pas être réimplantés. Ils ne repousseront ni là ni sur le dessus de la tête et ça représente 25 à 30% des greffons prélevés. Donc ça c'est un petit peu embêtant parce que on perd un peu des cheveux dans le transfert. Donc moi, c'est une technique que j'utilise en dernier lieu. Donc je dis toujours à mes patients, on fait de la FUT tant qu'on peut faire de la FUT. Et quand on ne peut plus faire de la FUT pour une question de souplesse de peau, par exemple, on va passer à la FE, ça permettra de donner un complément. En général, en 2 grandes séances de FUT, les patients ils ont beaucoup de cheveux. Si on veut compléter pour améliorer une petite ligne frontale, les golfs, etc., on peut faire une FUE en complément. Mais en général, en 2 grandes séances de FUT, on a un très bon résultat. Après, donc ça, on a parlé de la phase de prélèvement. La phase de réimplantation, c'est la même, quelle que soit la technique de prélèvement. Donc la phase de réimplantation, on fait une anesthésie locale sur la partie avant du front, on fait des micro-fentes minuscules avec des petites aiguilles spéciales et on va venir réinjecter les cheveux un par un. Donc ça, c'est un travail de titan qui est vraiment du savoir-faire, un peu de la haute joaillerie, où il va falloir manipuler les greffons sans les abîmer. Quand ils sont sortis du corps, entre guillemets, il faut les maintenir dans un liquide réfrigéré qui permet d'optimiser leur survie hors du corps. Et après, on va venir les réimplanter. La phase de réimplantation, c'est une phase qui va durer 3-4 heures, où il y a au moins 3 assistantes qui vont travailler avec moi sur la tête du patient et on va réimplanter les cheveux un par un. Une fois que toute cette implantation sera finie, la greffe sera finie, entre guillemets, le patient va avoir des croûtes sur le dessus de la tête pendant une dizaine de jours. Les croûtes vont tomber. Après, il faudra attendre 3 mois pour commencer à avoir les premiers cheveux poussés. Moi, vous voyez, par exemple, j'ai fait ma greffe il y a 3 mois. Donc tous mes cheveux que j'avais avant, il y en a une grosse partie qui est tombée. Maintenant, ça commence à repousser. On a un petit duvet qui est en train d'arriver. Et donc maintenant, on va que vers le bon. C'est-à-dire qu'en fait, les cheveux commencent à pousser à partir du 3e mois. Tout est sorti à 6 mois. Donc moi, je redonne un rendez-vous à mes patients à 6 mois pour faire un point, pour regarder un peu ce qu'il en est et être sûr que tout se passe normalement. Et puis le résultat final est à 1 an. C'est-à-dire qu'à 1 an, les cheveux, ils ont pris le diamètre final. Ils ont réussi à bien pousser et c'est le résultat final. Donc c'est le moment où on fait des photos avant-après. Et on fait le point avec le patient on souhaite que le patient soit heureux avec ses nouveaux cheveux. La greffe de cheveux n'est pas possible dans tous les cas. Chez certains patients, il faut savoir juger et jauger ses attentes quant aux résultats. Parfois, des patients veulent des résultats qui sont miraculeux, extraordinaires. C'est le rôle du médecin d'examiner le patient, de voir le capital cheveux et voir s'il est possible de donner le résultat. Quand les attentes du patient sont bien trop élevées par rapport à ce que physiquement, entre guillemets, le cuir chevelu peut donner, il ne faut surtout pas faire l'intervention parce que le patient, à 100%, il va être mécontent ou déçu. Donc il va falloir savoir dire non à certains patients. Ça arrive régulièrement. Le patient qui n'a plus un cheveu sur le dessus de la tête et qui n'a pas une grosse densité derrière, s'il veut une belle densité en une seule séance, ce n'est impossible. Donc parfois, il faut savoir dire au patient, voilà, c'est pas possible. Parfois, c'est possible, mais il va falloir faire 2 ou 3 séances. Donc ça veut dire que ce sera quand même des budgets assez élevés pour arriver à un résultat final. Si le patient il a bien compris les tenants et les aboutissants, il n'y aura jamais de souci. Si le patient il rêve d'un résultat et qu'on ne peut pas lui donner, il ne faut surtout pas faire l'intervention parce qu'il y aura forcément une mésentente. Donc il faut savoir dire non au patient, être raisonnable. Dans certains cas, c'est vraiment pas possible. Malheureusement, dans ces cas-là, il n'y a pas d'autre alternative et il faut se contenter du diagnostic du praticien. Attention aux dérives, parce qu'il y aura toujours des praticiens qui vont dire « Ah oui, non, mais je peux vous faire un truc, etc. » Pour gagner des sous, c'est très bien. Mais le problème, c'est que le patient ne va pas être content et au final, ça ne fera pas une bonne pub. Après, aujourd'hui, sur le marché,
99% de l'offre, c'est la technique FUE. C'est la technique la plus répandue. On parle que de ça. Elle a été hyper démocratisée. On en voit partout, sur Internet, sur Instagram, sur Facebook, sur partout. On parle que de cette technique-là, qui est soi-disant la nouvelle technique miraculeuse, incroyable, formidable, qui a zéro défaut que des avantages. Attention, c'est pas vrai. La technique FUE, elle existe depuis 40 ans, hein, et la technique FUT, elle existe depuis 40 ans. Donc, c'est des techniques qui sont anciennes. Aujourd'hui, elle a été hyper glamourisée, cette technique FUE. Du coup, elle a envahi le marché. Du coup, il y a beaucoup d'endroits qui ont proposé cette technique-là et qui n'ont que cette technique-là à proposer. Il y a des centres commerciaux du cheveu qui sont ouverts un peu partout. Le maximum, effectivement, c'est dans les pays comme la Turquie, la Tunisie, tous ces pays, la Grèce, où on fait des greffes FUE à tour de bras. La technique FUE, malheureusement, elle n'est pas efficace pour tout le monde. Ce n'est pas forcément la meilleure indication pour tout le monde. Donc, il faut avoir raison garder. Et parfois, ce qui est intéressant, c'est de voir des praticiens qui connaissent un peu, forcément, ils connaissent leur métier, mais surtout qui ont dans les mains les deux techniques qui permettent, en fonction du diagnostic, si un patient n'a pas beaucoup de densité au niveau de la nuque, il ne faut pas préconiser une technique FUE parce qu'on va dédensifier sa nuque et en une seule séance, le pauvre patient, il pourra plus se couper les cheveux courts parce qu'il aura une dédensification au niveau de la nuque. Donc ça, c'est important de poser le bon diagnostic pour avoir le bon résultat. Si on n'a qu'une seule technique à disposition, malheureusement, elle ne peut pas aller pour tout le monde. Donc il faut savoir dire non. Malheureusement, aujourd'hui, sur le marché, il y a beaucoup d'endroits, ils disent oui à tout le monde et ils baissent les prix, etc. Par exemple, quand on est en Turquie, c'est toujours possible de faire une greffe. C'est des prix super low cost, des praticiens, médecins ou pas médecins d'ailleurs, qui font des greffes de cheveux, avec tous les risques que ça comporte. Et malheureusement, on se retrouve avec des taux d'échec importants et des gens très malheureux qui viennent nous voir après leur greffe en disant « je ne comprends pas, ça a poussé, c'est retombé », qui ont des boutons partout sur le cuir chevelu, qui ont des infections, etc. Une fois qu'on a abîmé son cheveu et son cuir chevelu, c'est très compliqué de récupérer. Même si on a payé que 1 500 € pour faire une séance, ça peut vous suivre toute votre vie avec les conséquences et les suites de l'opération et ça rend les gens malheureux. Il y a d'ailleurs un patient qui s'est suicidé il y a moins d'un an, là, suite à une greffe en Turquie qui avait été complètement loupée, qui a été faite par un homme qui était agent immobilier, je crois. Bon, bref, donc il y a toutes les dérives. Faire attention parce qu'il y a beaucoup d'endroits, ils veulent chercher à faire de l'argent, mais tout est possible. Il suffit juste de sortir les dollars. Mais malheureusement, il faut savoir être raisonnable. Et quand on est un bon praticien, il faut savoir dire non. Ça, c'est important pour ne pas se retrouver avec des ennuis et surtout pour pas que les patients soient déçus. Parce que on n'est pas, moi je dis toujours à mes patients, je ne suis pas David Copperfield. Vous me demandez un truc incroyable, je ne peux pas vous le donner. Je préfère qu'on ne le fasse pas. Et alors, bien sûr, vous allez toujours trouver un gars qui a été là-bas, qui est très content de son résultat. Malheureusement, le jour où vous irez dans la même clinique, au même endroit, ce ne sera peut-être pas le même médecin qui vous fera votre greffe et le résultat sera catastrophique. Moi, en tout cas, toutes les semaines, je vois beaucoup de résultats qui sont très moches et les gens sont malheureux. C'est beaucoup plus compliqué de réparer une greffe qui a été loupée que de partir sur une greffe toute neuve, entre guillemets, de faire du bon travail. Donc ça, c'est important. En France, aujourd'hui, il y a aussi des dérives. Il y a beaucoup de cliniques qui sont là pour faire du business et qui vous vendent toutes les techniques, soi-disant pour faire repousser le cheveu. La technique PRP, par exemple, où on va venir faire une prise de sang, on centrifuge le sang, on le réinjecte au niveau du cuir chevelu, c'est censé faire repousser les cheveux. C'est bullshit. Ça ne marche pas du tout. C'est interdit en France depuis 2016, mais ça permet de gagner des sous. Alors donc, il y a des endroits où ils le proposent encore. C'est vraiment ni fait ni à faire. Il y a plein de protocoles bidons pour faire croire que ça va marcher. On travaille sur les cellules souches. Alors, il y a une technique qui s'appelle la mésogreffe, où on va venir prélever du cuir chevelu, qu'on centrifuge, qu'on va venir réinjecter au niveau du cuir chevelu en injection, en disant que dans la peau, il y a des cellules souches, donc ça va faire repousser des cheveux. Tout ça, c'est bullshit, ça ne marche pas, c'est de l'arnaque. Il y a plein d'autres techniques comme ça qui vont être un peu juste pour faire de l'argent et qui ne sont pas efficaces. Donc attention, ne vous faites pas avoir. Donc ça, c'est tout. Il n'y a pas de technique magique, il n'y a pas de choses incroyables qui font repousser les cheveux. La seule solution, si vous voulez plus de cheveux, c'est de faire une greffe de cheveux. La seule solution, si vous voulez plus perdre vos cheveux, c'est de faire du minoxidil ou du Propecia. Donc le mot d'ordre, c'est d'aller voir un médecin spécialisé qui a pignon sur rue, qui est connu pour ce qu'il fait, qui est assuré pour ça et il vous donnera les bons conseils et les bons traitements. Après, il y a des tonnes de dérives. Il y a des endroits à Paris maintenant où il y a des cliniques, où il y a des médecins qui viennent de Turquie pour exercer les greffes de cheveux à la petite semaine, qui n'ont pas les diplômes français. Et la semaine d'après, ils repartent. Il y a une nouvelle équipe qui arrive et tout ça. Et ça, c'est une catastrophe. C'est illégal. Et malheureusement, c'est les patients qui en pâtissent. Alors oui, les prix sont moins chers, mais le prix, ça ne fait pas tout.
hein. Quand on a payé 2 000 € une intervention et que le résultat il est pourri, c'est 2 000 € de trop. Donc c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il ne faut pas se focaliser sur l'argent, il faut mieux se dire, voilà, moi mon budget c'était ça, bon on me propose ça, mais le gars a l'air bien, je fais confiance, j'économise 1 an de plus et je ferai ma greffe dans des bonnes conditions. En tout cas, on aura toutes les garanties d'une bonne réussite et il y aura surtout un praticien pour le service après-vente, hein. Donc l'important, c'est qu'une fois qu'on a fait sa greffe, de ne pas être abandonné à la nature et d'avoir un bon suivi pour être sûr que le résultat soit impeccable. Et donc, il y a plein de patients qui sont prêts à mettre n'importe quel argent pour sauver leurs cheveux, qu'ils aient les moyens ou pas. Parfois, moi, je vois des patientes qui se fendent aux 4 veines pour prendre des traitements, des vitamines qu'on leur a préconisés à prendre tous les mois sans faute, etc. Et les pauvres patientes, elles auraient les mêmes résultats avec un traitement prescrit en pharmacie qui coûterait 10 fois moins cher. Donc ça, faire attention à ça. Dans les traitements importants, les seuls traitements qui marchent, c'est le minoxidil et le finastéride. Après, il y a tous les traitements hormonaux, des pathologies hormonales, mais ça, c'est les cas particuliers. Et après, pour retrouver plus de cheveux, la seule solution, c'est de faire une microgreffe de cheveux, soit FUE, soit FUT. C'est la seule technique qui marche aujourd'hui. On n'a rien inventé de nouveau. Alors, ça fait 40 ans que c'est comme ça. Les techniques, elles ont évolué. Aujourd'hui, c'est très marketé. Donc, chaque clinique qui fait que de la FUE veut créer la mode en disant j'ai inventé telle technique incroyable. En fait, il n'y a pas de technique incroyable qui est sortie, c'est toujours le même principe, on prend les cheveux un par un derrière, on les remet sur le dessus de la tête. Donc on va dire moi j'utilise telle pince, la pince comme ci, donc c'est la technique comme ci, il n'y a que moi qui l'a fait, tout le monde utilise la même pince. Bref, c'est beaucoup de marketing autour de ça pour faire croire qu'on a retrouvé une nouvelle technique qui est nouvelle, incroyable, que personne ne fait. On fait tous les mêmes techniques, soit on prélève les cheveux un par un pour les remettre sur le dessus de la tête, soit on prélève une bandelette, technique FUE, technique FUT. Malheureusement, on n'en est que là, et ça marche déjà très bien, mais il n'y a pas de grande nouveauté. Un jour, on pourra peut-être travailler avec les cellules souches en faisant un prélèvement de cuir chevelu, en refabriquant des cheveux en laboratoire, en réinjectant ces cheveux. Aujourd'hui, fabriquer les cheveux, c'est facile avec les cellules souches. Le problème, c'est qu'il y a des problèmes de facteurs de croissance, donc on n'arrive pas à les refaire pousser de la bonne façon. Mais on n'est pas loin. Peut-être qu'un jour, ça sera la nouvelle révolution dans le cheveu. Aujourd'hui, on en est entre guillemets, au même endroit qu'on était il y a 40 ans, avec des techniques qui sont peaufinées, qui permettent d'avoir des très bons résultats. FUE, FUT, et ça permet d'avoir des très jolis cheveux, d'être content et d'avoir des bons résultats à condition d'utiliser les services d'un praticien sérieux et qui a pignon sur rue. Après, ce qui est important de dire, je pense, c'est que la réussite d'une greffe de cheveux, c'est une équipe, hein. Donc c'est un praticien qui a pignon sur rue, qui fait bien son travail, et sa petite brigade autour de lui. J'aime bien faire la comparaison entre les grands cuisiniers et les praticiens qui font des micro-greffes de cheveux, parce que le résultat, il ne peut pas être fait et donné de façon certaine si on n'a pas une équipe de praticiennes autour de soi expérimentées, qui connaissent bien les cheveux pour la découpe, pour la réimplantation des greffons. Et ça, c'est super important. Moi, je dis toujours, si Ducasse, il était tout seul dans sa cuisine, il aurait du mal à faire des plats de cette qualité-là. C'est un peu comme un orchestre, il y a toute une équipe qui travaille dans l'intérêt du patient. Donc c'est vraiment un savoir-faire sur mesure, c'est de l'orfèvrerie et c'est très opérateur dépendant. On ne réussit pas une greffe de cheveux comme on n'achète pas une greffe de cheveux comme on achète une voiture dans une concession automobile. La voiture, c'est tout le temps la même, c'est facile, il suffit juste de payer. La greffe de cheveux, c'est jamais la même et ça dépend vraiment, chaque praticien a sa patte. Et ça, c'est super important de l'avoir compris. Et ce qui est important, c'est le résultat. Moi, je dis aux patients, voilà, ce qui vous voulez, c'est avoir des cheveux sur la tête, hein, au final. Donc, parce que parfois, j'ai des patients, ils viennent d'Internet et ils disent, voilà, moi, je veux telle technique, j'ai vu que c'était ça qui marchait bien sur les réseaux sociaux, donc oui, il va falloir me faire cette technique-là parce que c'est celle-là qui est bien. Alors, je réponds, un peu ironiquement, en disant, voilà, c'est comme si vous alliez chez Ducasse avec une recette que vous avez trouvée sur Internet du lièvre à la royale et vous dites, voilà, je veux faire cette recette-là comme ça parce que c'est ça qui est bon. Ducasse, il va vous dire, attendez, vous voulez bien bouffer? Faites-moi confiance. Moi, c'est ce que je dis à mes patients, je dis, faites-moi confiance, vous voulez des cheveux sur la tête, je vais faire tout ce qu'il faut pour que vous en ayez, vous serez content, je vous le garantis. Voilà, ça, c'est le savoir-faire qui permet de dire ça. Alors, c'est un peu pédant, entre guillemets, de l'assurance, mais bon, on a l'expérience et l'expertise pour pouvoir le dire comme ça. L'objectif, c'est que le patient il soit content. Voilà. C'est pas de lui donner ce qu'il croit qu'est bien, et voilà. L'objectif, c'est qu'il ait un bon résultat. Et ça, c'est le fin mot de l'histoire, c'est-à-dire le patient, le rôle du praticien, c'est de le satisfaire et qu'on ait un résultat qui soit esthétique et naturel et que tout le monde soit content.
Ouais, le gage de réussite de la microgreffe, c'est effectivement l'équipe et le praticien, ça c'est sûr, mais c'est aussi la prise en charge. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le suivi. Et ce qui est important, c'est d'être tout le temps disponible pour ses patients dans le processus de la cicatrisation, à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois, à 6 mois, à 1 an. S'il y a quoi que ce soit, moi j'essaye, mais plein d'autres praticiens le font, de donner mon numéro de portable à tous mes patients. Ils m'appellent quand ils veulent, ils passent me voir quand ils veulent au cabinet, que je vérifie que tout se passe bien. Je préfère que mes patients, ils me dérangent, entre guillemets, pour quelque chose où il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sujet, qu'ils restent tranquilles dans leur coin, que je les revois au bout de 6 mois, au bout d'un an, en me disant, bah, regardez, il y a ça qui s'est pas bien passé, on fait comment maintenant? Là, c'est plus simple. Donc, ça, ce qui est important dans la réussite de la greffe, c'est aussi d'avoir un suivi. Et ça, c'est l'important, c'est que le praticien soit capable de le donner, ce suivi-là, parce que c'est de l'humain et c'est du vivant. En conclusion, il faut remarquer, et c'est très intéressant, ce que la microgreffe de cheveux, c'est une vraie solution définitive, durable, qui marche très bien. Attention, il faut que ce soit la bonne indication et en fonction de chaque cas, les indications sont différentes. Donc il faut aller voir un praticien qui est hyper spécialisé et qui va pouvoir vous conseiller au mieux dans votre intérêt. Pas dans les intérêts financiers, dans les intérêts du patient. Donc ça, c'est très important. Après, moi, dans ma pratique quotidienne, je préconise vraiment la technique FUT en première intention. C'est une technique qui va permettre de déplacer beaucoup, beaucoup de cheveux en une séance. Les plus grandes séances, c'est la greffe Ultimate que je pratique, où on déplace 20 000 cheveux en une seule fois, entre 15 et 20 000 cheveux. Donc c'est des greffes énormes. Donc en une seule fois, ça permet de déplacer beaucoup de cheveux dans un résultat spectaculaire. C'est des greffes qui ont un coût, parce que et ça coûte assez cher. Il faut compter à peu près 1 € le cheveu. Mais en revanche, ça permet d'avoir un résultat spectaculaire en une seule fois. Donc moi, c'est ma stratégie, c'est d'abord de faire de la technique FUT et après, en complément, on vient faire de la technique FUE parce que la technique FUT, elle coûte moins cher, elle permet d'obtenir une meilleure densité une seule fois, on a un rendement qui est meilleur et elle ne dédensifie pas la nuque et on n'est pas obligé de se raser. Donc c'est quand même plein d'avantages. Et aujourd'hui, la tendance, elle est un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'en fait, les patients, ils veulent plus être rasés. Moi, je vois souvent des patients qui ont fait 1, 2, 3 séances de FUE, qui n'ont pas beaucoup de densité, qui sont déçus. Ils veulent avoir des cheveux sur la tête, ils veulent pas que ça leur coûte une fortune. Donc on essaie de trouver les bonnes solutions. Et moi, en mon âme et conscience, fort de ma petite expérience de 25 ans de pratique, c'est vraiment la technique que je préconise, que je mets en avant. D'ailleurs, c'est celle que je me suis fait faire il y a 3 mois, hein. Je me suis fait faire par mes assistantes une FUT. Alors bien sûr, c'est moi qui opère tous mes patients, mais là, en l'occurrence, j'ai délégué et j'ai demandé à une de mes assistantes avec qui je travaille depuis 25 ans de me faire une FUT Ultimate, donc la très grande greffe où on déplace beaucoup de cheveux. On a fait une très grande greffe, on a réimplanté beaucoup de cheveux, beaucoup de greffons. Là, je suis dans la phase de croissance du cheveu, c'est-à-dire qu'on a fini la 3e mois, donc on rentre dans le 4e mois, les cheveux commencent à pousser. Et si ça vous intéresse de me suivre, vous pouvez regarder sur Instagram. Je fais des vidéos mensuelles maintenant pour expliquer un peu l'évolution de ma greffe, mais j'ai toutes les étapes de la greffe au fur et à mesure jusqu'au résultat final. Donc voilà, donc ça sera très intéressant de comprendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, si c'est fait dans les bonnes conditions, on a des super résultats, les patients sont très contents, mais il faut que l'indication soit bien posée.